vérifier là ce que ça donne. Alors, ça devrait commencer. Mon Stream Manager n'est pas à jour. Alors, je... Tac. Ok, ça c'est pas mal. On va laisser ça tranquillement se mettre en place. Yop. Ok. Bon. Eh ben, je vais poser ça parce que je sais pas. Les streamers, ils arrivent à garder un casque pour écouter des trucs. Moi, ça me gonfle. Voilà, donc bonjour tout le monde. Il est 20h, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Donc, déjà bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien quand même. Ouais, alors c'est bien, je vais garder un œil là-dessus. Comme ça, je suis prêt. Ok, non. C'est cool. Donc bonjour tout le monde. Voilà, donc une semaine qu'on ne s'était point parlé, pour un certain nombre de raisons. J'étais en déplacement la semaine dernière, notamment pour la Tour Tech, je reviendrai rapidement dessus. Voilà, donc on va pouvoir reprendre de bonnes choses. Alors comme ça fait une semaine, bien sûr, j'ai accumulé plein de petits trucs à dire, donc peut-être la partie... La partie discussion sur des liens, etc. sera peut-être un poil plus longue. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, que ça vous dérange pas, n'hésitez pas à le dire. Si jamais ça vous gonfle, n'hésitez pas à le dire. L'idée, c'est que ça puisse être un peu participatif. Même si j'ai des retours à gauche, à droite, c'est toujours plus sympa, voilà, si vous en avez quoi. Oui, j'ai pas causé depuis 10 secondes que je bois. C'est la vie. Alors... Oui, je regarde en même temps. Tac. Je vais switcher sur... Alors, je vais déjà switcher là-dessus. Voilà. Et je vais switcher sur la partie article. Voilà. Parce que je crois que la dernière fois, je n'avais pas switché tout de suite. Donc, c'était un peu compliqué. Ouais, donc un point d'actu. Donc, je vais pas commencer par ça. Donc voilà, je spoil, tant pis. Ouais, je vais revenir juste un tout petit peu sur la Tour Tech, donc qui était la semaine dernière. Je ne peux que vous encourager d'une manière générale à aller en conf, mais en particulier à la Tour Tech, c'était vraiment cool. Il y avait des gens, il y avait des speakers qui étaient super. Il y avait des sujets qui étaient super intéressants. Je prépare un article, j'ai commencé à préparer un article que je mets en général sur LinkedIn parce que j'ai pas encore vraiment de blog à moi. Ça sera un des sujets, notamment du stream, quand je serai un peu plus... que je serai un peu plus engagé et un petit peu plus disposé à ça. Mais voilà, regardez s'il y a des confs, il y en a plein. Vous pouvez les retrouver relativement facilement si vous allez sur un conference hall. Voilà, c'est ça, je cherchais le lien, merci. Voilà, il y en a plein qui sont ouvertes avec des call for paper, etc. Créez-vous un profil, regardez ce qu'il y a, je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Il y a énormément de choses à faire, il y a plein de petites confs, notamment des petits meet-up, et petit ne veut pas forcément dire moins bien, parce que souvent je vois des trucs comme le titre en plein, etc. C'est souvent sur des conférences comme ça qui sont pas si loin que chez vous, parce qu'il y en a quand même dans tous les sens, que vous pourriez trouver des choses intéressantes. Donc, je reviendrai plus en détail sur la Tour Tech. C'était super, merci beaucoup aux orgas, etc. Et il y a pas mal de choses à redire. Si, je vais quand même dire quelque chose que je mentionnerai dans l'article, mais j'en parle là en stream parce que c'est un sujet que je considère comme intéressant, voire même absolument vital. C'est la deuxième fois, alors j'en ai fait quelques-unes avec l'année dernière, mais c'est la deuxième fois que j'entends parler de l'équilibre financier des confs. J'en avais parlé déjà la dernière fois, c'est pour ça que je fais un peu un follow-up là. On le sent, d'une manière générale, encore une fois, c'est la crise, mais c'est tout le temps la crise, donc ça veut rien dire de dire c'est la crise, mais la situation, d'une manière générale, est relativement compliquée pour un peu tout le monde. Donc c'est difficile pour les confs d'à la fois proposer davantage de services, etc. Salut Braco. Davantage de services, etc. et d'opportunités. Et de qualité, voilà, je pense au repas, je pense au lieu, etc. Et en même temps d'arriver à compenser avec, on ne peut pas tout compenser avec les billets, on ne peut pas tout compenser avec notamment les sponsors ou les ventes de merch, donc c'est surtout les sponsors qui prennent le relais. J'avais dit qu'il y avait la BDXIE il n'y a pas longtemps qui avait
montré, alors ça devait être sur Twitter je pense, une ventilation de leurs coûts, etc. et de ce que ça représente. Et là, au sujet de la Tourentech, c'était le cas aussi. Donc, vous pouvez participer en tant que speaker, vous pouvez participer en tant que participant, bien évidemment. Je vous encourage aussi à regarder ce qui peut se faire au sein de vos entreprises. Si je ne dis pas de bêtises, et je m'excuse si c'est le cas, je crois que les sponsorships côté Tourentech, ça commençait à 800 €, quoi. Je ne vais pas dire que 800 €, c'est rien pour une entreprise, bien évidemment, mais il y a tout ce qu'il faut. Et je sais, voilà, c'était aussi pour ça que je voulais aller sur la Tourentech. Je sais qu'ils ont en permanence de toute façon leur dossier de sponsoring, etc. Et ils ont plein de choses, ils ont tout ce qu'il faut, et ça peut être des contributions. Alors voilà, c'était ça. Bronze, 800 €, voilà. 800 €, et puis après ça monte effectivement sur les différents sujets. Jetez-y un œil, vous êtes dans une position où vous pouvez pousser éventuellement ce genre de choses au sein de vos entreprises. Jetez-y un œil, c'est toujours intéressant. Les organisations, les associations des organisateurs de conf sont très transparents là-dessus. Il n'y a pas de raison de ne pas au moins y jeter un œil. Ça peut être une excellente opportunité, que ce soit en visibilité interne, de dire que vous faites ce genre de choses. Pour le recrutement notamment, ça peut être assez intéressant. Et de manière externe, le fait de dire que oui, vous participez à la telle ou telle conf, c'est pas non plus, voilà, ça va pas vous faire changer la partie commerciale, mais je pense que c'est important aussi, ok, de contribuer aussi à l'écosystème. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on sait faire dans notre domaine, c'est de prendre ce qui est gratuit. Par contre, dès qu'il s'agit de put your money where your mouth is et d'avancer sur du sujet, je pense notamment à l'open source, parce que c'est notamment à ça que je fais référence, il n'y a plus grand monde derrière. Et ça, je trouve ça au minimum assez douteux, quoi. Voilà. Donc, je reviendrai plus en détail sur la Tourentech 2025 en elle-même et tout le bien que j'ai pu en penser. Voilà. Et en termes d'actu, donc là nous sommes le 11 février, et en termes d'actu, donc moi la prochaine actu c'est le 26 février, parce que mon joli petit meet-up là autour des Métallois, qui avait été très gentiment organisé par Software Crafters à Rennes, n'avait pas pu se faire, parce qu'il y a eu un tout petit peu des inondations en Pays de Vilaine, et ça a été une situation extrêmement compliquée, et par simplicité on avait décidé de décaler. D'où le 26 février. Donc, si vous avez ça dans vos tablettes, tant mieux. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous le mets dans le chat et je vous mettrai ça dans les liens, etc. Voilà. Voilà, donc les Métallois continuent. Sachant qu'on n'a pas fini d'en parler des Métallois. Je fais un petit teasing comme ça, mais là, c'est vrai que c'est assez cool. Voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais pas prévu de machin. Je vais ouvrir mon CFP du Devox, My Speaker Profile. Je sais plus si c'est avec cette adresse là ou pas. Non, c'était avec l'autre. Bon, c'est pas grave. En fait, HTMX, ma conf sur HTMX a été prise au Devox 2025, donc j'y serai. Donc c'est en avril. Voilà, j'aurais pu réouvrir ce lien, puisque je crois qu'il y avait les informations dedans. Voilà, du 16 au 18 avril au Palais des Congrès. Donc très content que HTMX en tout cas ait été prise. Donc vraiment très très content. Il y en a peut-être une autre qui va être prise, qui est en ballottage, donc on verra bien. Mais je sens que ça va être une édition du Devox pas piqué des hannetons, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est l'autre sujet. Regardez d'ailleurs aussi, le Devox, c'est un sujet en soi. Si vous voulez y participer, ce sera bien évidemment avec grand plaisir. Moi, j'aime bien voir des gens. Alors, je vais lister un certain nombre de choses. Ça va être un poil dans le désordre, comme d'habitude, mais jusqu'ici, ça vous a pas dérangé, je crois. Donc, on va faire ça comme ça. Je regarde en même temps mon super onglet. Ma caméra est un peu grande sur ce truc-là, article. J'ai l'impression que ça gêne un petit peu la lecture des fois. Là, je vais faire comme ça. Hop là, voilà, comme ça je peux garder un petit peu le white space. C'est plutôt pas mal. Ouais, je vais éviter de jouer quand même. Si je fais transition là, ça va. Ah si, quand même, ça marche bien. Ok. Alors cet article, je l'aime beaucoup parce qu'il va me permettre d'adresser un certain nombre de choses. Voilà, je commence direct. J'ai commencé par les confs, histoire que ce soit un petit peu consensuel. Ça va l'être un peu moins, parce que j'ai pas mal de choses à dire. I'll think twice before using GitHub Actions again.
Donc un article très intéressant parce que pour le coup, il plonge au cœur des GitHub Actions en général, et enfin en particulier, et en général sur le sujet des CI/CD en SaaS qu'on a, alors que ce soit GitHub, GitLab, Azure DevOps, etc. Je vais pas dire que je mets tout le monde dans le même panier, mais un peu quand même. Okay, je vais partir de ce sujet-là parce que cet article il est assez intéressant, et après je vais extrapoler sur d'autres choses. Là, en fait, bon, il y a tout un tas de critiques autour de la manière dont les GitHub Actions sont faites, alors que ce soit avec des YAML, que ce soit la partie utilisation des runners, etc. L'un des sujets qui revient régulièrement, c'est le lack of local development. Le fait que GitHub doesn't care, ça c'est vraiment extrêmement intéressant. L'article est assez court, mais en fait il me permet d'adresser un sujet d'une manière générale. Il y a une tentation, en fait, dans notre métier, dans notre domaine, d'essayer d'en faire le moins possible, ce qui m'amènera à un autre, je vais le préparer là, comme ça je l'aurai sous les yeux, voilà, de se dire que le fait de construire soi-même, c'est une mauvaise chose, et le fait d'aller utiliser un autre service, idéalement gratuit, c'est pour ça que même dans des entreprises, des fois du CAC 40, etc., enfin des grosses entreprises, on se retrouve à voir des trucs qui sont utilisés avec les licences free, ce qui continue de me surprendre, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Et le truc derrière, c'est que pour moi, ça fonctionne pas en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à utiliser des services comme ça pour gérer l'intégralité de vos chaînes d'intégration et de déploiement, vous allez à un moment donné, et ça c'est une des méta-lois, vous allez devoir, au fur et à mesure, ça aussi c'est très pernicieux, choisir où vous mettez votre complexité. Hein, je laisse en interro, surprise, c'est quelle loi justement qui parle de la complexité et du fait qu'on ne peut que la déplacer et jamais l'annihiler. Et il y a un truc là-dessus au niveau des chaînes de CI/CD, de se dire, ah oui, on va utiliser GitLab CI ou GitHub Action ou autre chose, encore une fois, hein, là je pointe pas un en particulier, sur le fait de dire, bah, on part du principe qu'on va utiliser ça, et on va devoir s'adapter pour pouvoir rentrer dans ce paradigme. C'est même un élément des séductions de plateforme. Free tiers reconfig preset deploy en 3 clics. Exactement. Et très souvent, vous voyez ça aussi en conf. Hein, ça me permet d'adresser une légère critique au niveau des confs sur le fait de, bah oui, on arrive en conf, il y a un truc qui est montré, un POC, etc. Un use case extrêmement simple. Et après, quand vous retournez dans votre boîte avec ces use cases ultra complexes, eh ben, ça devient très vite compliqué et on se retrouve à créer une espèce de monstre de Frankenstein autour de ça. Ça, c'est un problème, vraiment. C'est pas grave de faire sa CI soi-même. C'est peut-être surprenant en 2025 de dire ça, mais ouais, c'est pas grave. On n'est pas obligé de. Hein, et je me suis retrouvé dans une mission notamment à dire non, on va pas forcément déployer un Key Vault ou un truc comme ça pour stocker juste de la config. Tant qu'on n'en est pas à stocker des secrets, on peut s'en sortir en sourçant des variables d'environnement dans un repo. Je sais que c'est ancien de faire un git clone, un CD et un source d'un fichier .env. Je sais, ça paraît surprenant, mais ça fait le taf. Et ça évite justement d'avoir une dépendance avec un service, le vendor lock-in, etc. Vraiment, ça me pose un problème, parce que là, en l'occurrence, cet article-là, il aurait pu s'éviter très facilement, parce que, grosso modo, le mec, il dit quoi? Il dit, notre code, il vit dans un monorepo sur lequel on fait du trunk-based. Le problème, c'est pas le trunk-based, c'est de dire, on va essayer de faire du monorepo. Moi, j'ai essayé plein de fois d'essayer de faire du monorepo avec GitLab notamment, et c'est un enfer. C'est un enfer parce que c'est pas fait pour. Voilà, on va essayer de faire rentrer un paradigme qu'est le monorepo dans un truc qui n'est pas fait pour. Et ça, c'est une friction, et le truc, c'est qu'on est extrêmement doué, et c'est encore pire avec l'LNM, on est extrêmement doué pour trouver des solutions à des problèmes. Mais même de Jeff Goldblum, hein, c'est pas parce que on a pensé au fait que c'était possible qu'on s'est posé la question de dire est-ce que ça valait le coup de le faire? Parce que tout ce qu'on rajoute en termes de code, de bricolage, etc., il faut le maintenir derrière. Et ça ne va pas forcément gérer tous les use cases, etc. Un autre cas que j'ai eu, c'était le fait de dire ah ben, je vais appeler des child pipelines sous GitLab et je vais récupérer leurs résultats pour alimenter ma pipeline principale. Ben non, il faut bidouiller.
Parce que vous ne pouvez pas faire ça facilement avec des child pipelines dans GitLab. Il faut utiliser des artefacts, etc., etc. Vous ne pouvez pas juste vous en servir comme de simples fonctions. Je crois que je l'avais déjà mentionné, mais c'est histoire d'illustrer le truc, quoi. Il y en a un, par exemple, pour le coup, je vais aller plutôt dans le sens des plateformes de ce point de vue-là. Azure DevOps gère très bien le monorepo, parce qu'ils ont tout un tas de fonctionnalités où, suivant le chemin sur lequel vous allez avoir des commits, etc., enfin dans le diff, il va dire, bah ok, sur ces chemins-là, il va y avoir tel reviewer, sur ces chemins-là, il va y avoir tel CI. Là, la plateforme est faite pour. Là, vous pouvez faire du monorepo. Vous voyez, je dis du bien de Microsoft de temps en temps. Enregistre-le, ça va pas être souvent. Mais vraiment, là, je pense qu'il y a une responsabilité des organisations sur, le fait de forcer leurs développeurs à utiliser telle ou telle plateforme parce qu'ils ont décidé de supporter tel ou tel truc ou qu'ils sont dans tel ou tel environnement, écosystème, etc. C'est pas grave hein, s'il y a des équipes qui ont GitHub, des équipes qui ont GitLab et des équipes qui ont ADO. C'est pas grave. C'est peut-être un peu plus compliqué à gérer en termes de licensing, etc. Oui, mais posez-vous la question à la base de pourquoi ces équipes-là en ont besoin. Et si ça se trouve, elles en ont vraiment besoin. Donc voilà, donc ça c'est le sujet. Et puis après en particulier, alors au-delà de la soupe de YAML qu'on a tendance à nous fourguer, YAML c'est pas un langage de développement, donc oui, vous allez pouvoir mettre des trucs dedans, etc. Mais au bout d'un moment, là, ça passe là. Ok, on a un dollar, un peu de moustache, etc., des ou, etc. Mais vous voulez rentrer dans des trucs plus compliqués, ça va gratter, ça va bricoler. Ok ? Donc là aussi, il y a des questions à voir. Si vous avez des workflows qui sont extrêmement simples, peut-être que ça suffit. S'ils sont plus compliqués, peut-être qu'il faut se poser des questions. Hein. Je ne vous encourage pas à vous en servir ou ne pas vous en servir, mais c'est compliqué. Escalade d'engagement sur les outils, tu payes GitLab, GitHub, donc tu l'utilises à 100%. Ouais, il y a une espèce de volonté un petit peu comptable derrière, quoi. De dire, mais attendez, GitHub, GitLab, tout ça, c'est un peu la même chose, pourquoi on n'harmonise pas ? Ben non, voilà. Et les gens qui vous disent ça, ce sont des gens qui ne font pas de tech. Là aussi, il y a peut-être des questions à se poser dans la chaîne alimentaire, là, de se dire, peut-être qu'il faut davantage de gens qui font de tech. Parce que je rappelle quand même à tout le monde qu'en 2025, toutes les entreprises sont des boîtes de tech, qu'elles le veuillent ou pas. Qu'elles le veuillent ou non, quoi que soit leur métier. Alors, il y a des discussions, mais d'une manière générale, non. Vous faites du négoce, vous allez avoir un site web, du B2C, du B2B, etc. Vous faites du luxe, il va y avoir de l'e-commerce, il va y avoir du B2C, et des fois du B2B, parce que vous faites du wholesale, etc. 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 Vous faites du médical, il y a un sujet qui s'appelle les IA, les LLM, et donc maintenant, tout votre aspect médical va être backé par de la tech. De la tech. Donc, voilà. Et ça, le lack of local development, mais ça m'énerve. Parce qu'en plus, moi, voilà, je suis full remote, donc il suffit qu'à un moment donné, il y ait, parce que ça arrive jamais, mais en fait, ça arrive régulièrement, qu'il y ait un souci d'accès à GitHub, que les runners soient pas dispo, que X ou Y, des fois, je me dis, mais non, désolé, vous êtes en train de me dire que c'est génial la nouveauté, etc. Ok, très bien. Sauf que moi, avant, je faisais make en local, ça turbinait et j'obtenais un résultat, un truc que je pouvais tester. Là, si à chaque fois je dois aller demander l'autorisation, lancer le VPN, mais en fait, accéder à tel service, etc., c'est une purge. Et ne me dites pas que ça n'arrive jamais. Ne me dites pas ça. Parce qu'on on le sait tous et toutes. Non. Et le dernier point est très intéressant, GitHub doesn't care, et effectivement, quand on regarde les issues, etc., et là je comprends tout à fait, encore une fois, côté GitHub, GitLab, ADO, etc., ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas tout prioriser, et en plus les gens qui s'en servent sont pas dans une logique OSS, à mon avis, ils sont dans une logique de je consomme un service, des fois je paye pour un service, des fois je paye très cher pour un service, donc j'en attends du support. Ils peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas gérer du monorepo et en même temps des déploiements Kubernetes et en même temps du dev conteneur, etc. C'est pas du lac, c'est pas un design pas bien foutu pour le local. Ouais, bon, allez, rasoir de handlone, je préfère attribuer à l'incompétence plutôt qu'à la malice. Mais je pense qu'effectivement, l'aspect je crée ma rente en SaaS, etc., bien évidemment, si vous avez un moyen de le bypasser complètement, on sent bien que la friction sur ce genre de choses, c'est un sujet, quoi. Enfin, voilà. Bon, je vous le mets là. Coller. Et ça me permet d'amener donc un autre sujet, et je vais étendre là-dessus. Build it yourself. Et ça j'aime beaucoup cet article qui, pour le coup, est beaucoup plus long. Et, enfin, beaucoup.
pas mal plus long, parce qu'en fait, moi, il m'a redirigé, notamment avec les liens sur d'autres sujets, sur d'autres, etc. Et c'est vraiment l'illustration de ça. C'est vraiment l'illustration de ça. En plus, il est très récent. J'aime beaucoup cet article. Donc là, ça parle de utiliser des dépendances en Rust. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, je viens de l'univers web, TypeScript, JavaScript, NPM, etc. Et s'il y a bien un truc qu'on sait faire dans cet écosystème-là, peut-être quelque chose qu'on fait plus que côté Python, Java, etc. Parce que pourtant, j'en ai vu des Maven et des requirements.txt qui sont bien gratinés. C'est faire du npm install compulsif et voilà, il y a des trolls sur des fonctions qui sont une fonction qui est dans un import, etc., dans une dépendance. Et c'est vrai que on arrive à des centaines, des dizaines de milliers, etc., de dépendances, et c'est infernal, parce qu'il suffit d'un bug fixe au mauvais endroit pour vous péter la totalité de votre app, quoi. Et je ne parle même pas des histoires d'API, des différentes dépendances qui peuvent y avoir, etc. Il y a tout le temps des soucis. Et ça, c'est quand c'est maintenu. Quand c'est plus maintenu, vous avez les problèmes des failles de sécurité, de la supply chain attack, etc. Enfin bref. Et excellente démonstration, en tout cas dans cet article-là, autour du fait de récupérer la taille du terminal. Et c'est marrant parce que ce que je disais là, c'est que autant dans les écosystèmes Rust, on réinvente moins la roue, j'ai l'impression de manière générale, et quand on la réinvente, on a des RustDocs, etc. Enfin, c'est super bien fait. Il y a une vraie réflexion sur le typage derrière, mais il y a une vraie réflexion sur le fait de tout simplement réécrire du code des fois, même si ça existe déjà, même si ça a déjà été fait. Peut-être que c'est pas totalement comme vous le voudriez. Donc j'en reviens à mon histoire des CI/CD qui font tout et n'importe quoi, mais qui font pas forcément votre use case. Quand vous écrivez votre code, vous l'écrivez pour vous. Puis dire, voilà, et peut-être qu'il va y avoir une patte en plus sur votre fonction parce que votre cas, votre use case, il a besoin d'une patte en plus. Et encore une fois, c'est pas grave. Vraiment, j'insiste là-dessus, quoi. Et c'est peut-être, si c'est grave, entre guillemets, enfin, du moins, c'est aussi grave que s'enfermer dans une dépendance qui va peut-être vous péter à la figure, ou vous causer une supply chain attack, ou vous causer une faille de vulnérabilité, ou vous coûter de l'argent parce que vous enfermez toute votre équipe, voire même votre entreprise entière, dans un choix d'outils. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir là-dessus, je vais vous le partager aussi, mais c'est super intéressant, notamment au niveau de la technique fine. Et voilà, ça c'est ce que j'aime le plus. Mini Ninja, que je ne connais pas, là pour le coup je ne connais pas assez l'écosystème de comment ça s'appelle, de Rust pour ça, mais dans leur README, ils célèbrent le fait qu'ils ont une seule dépendance, à savoir CRD, donc sérialisation, désérialisation. La lib qui est super connue. Et le plus drôle, c'est qu'ils ont une PR pour s'en débarrasser de CRD. Vous voyez, c'est un peu de l'absolutisme, mais en même temps, je comprends. Pour manger des 1000 peut-être problèmes autour de ces histoires de dépendance, il y en a vraiment marre. Alors je dis pas qu'il ne faut jamais rien utiliser en termes de dépendance. Si vous utilisez un framework, ça me paraît logique que vous utilisiez les dépendances du framework et que vous n'ayez pas recréé le vôtre, certes. Mais ça fait partie des choix, justement, de stack à faire. Donc voilà, donc super intéressant à voir, et surtout à réfléchir. Vraiment, je vous incite là-dessus. J'essaye de ne jamais donner de réponse tranchée, alors que pourtant, je suis assez connu pour avoir des avis assez tranchés. Le mec qui disait du mal de Microsoft il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, réfléchissez-y, quoi. Autre sujet, je vais faire un détour pour parler d'un truc qui m'est pour le coup passé totalement inaperçu. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Je vais zoomer un peu. Alors c'est Pali. Je connaissais pas du tout Pali. Et lors d'un des talks de... alors, je sais plus si c'était Tourentech ou Snowcamp. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vu qu'au niveau de l'accessibilité, si ça devait être Tourentech, il y avait Pali qui était mentionné. Alors je connaissais Axe, etc. Mais je ne connaissais pas Pali. Et pour le coup, ça peut être un excellent... Déjà, il y a un outil en ligne de commande, etc. Mais il y a une... c'est clair, montée de version Rust, je l'ai fait, je l'avais fait pour Teddy notamment, là, Henri, si tu nous vois. Voilà, tout est explicite parce que tout pète et tu vois tous les endroits où ça pète et t'as plus qu'à te laisser porter par les messages d'erreur. Ça c'est vraiment le plus confo, quoi. Ah non, mais ça c'est clair. Et donc Pali Dashboard, qui est donc en complément de la partie Pali. Ça c'est bien parce que pour le coup, ça donne des éléments visuels. Donc ça c'est bien pour faire le pont avec des équipes des fois de QA, de recettes, etc. qui sont pas si tech que ça. Du moins c'est assez compliqué. Et alors, pardon, je fais juste
Voilà. Ouais. Ça, normalement, c'est fait. Oui, ça a dû être fait. Ok. Non, je bannissais un bot. Alors, oui, donc voilà, donc super intéressant parce que pour le coup, l'accessibilité c'est important. Ça, c'est bien évidemment, c'est même pas en discussion. Mais le fait de pouvoir donner des éléments et des éléments dans la durée, je trouvais ça super intéressant. J'ai commencé à creuser un petit peu leur. Alors là, c'est le dashboard, c'est la partie un petit peu visuelle, mais j'ai creusé un peu leur ligne de commande. C'était assez sympa. Donc voilà, relativement simple pour raccrocher avec le dashboard derrière. Bon, c'est du Node, hein. Jusqu'ici, tout va bien. Enfin, du moins, on n'est pas perdu. Donc voilà. Donc l'intéressant, c'est qu'en fait, il y a différents runners qui sont faits justement pour l'accessibilité. Il y a Axe, il y a HTML Code Sniffer que j'ai très très peu utilisé. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de comparer les deux. Donc voilà, très très facilement intégrable à une CI/CD ou à une chaîne de Makefile avec les exit codes, etc. Voilà, j'en parle pas davantage. Il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Ils ont un site qui est relativement bien fait et puis des considérations par rapport à ça. N'hésitez pas. Voilà, je le mets là aussi, comme ça je l'oublie pas. Ouais. Ouais, Pali, c'est vraiment intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, comme ça je peux fermer ça et garder ma fenêtre ouverte. Alors, rien à voir, mais comme ça je dump un peu, et puis ouais, on va prendre un petit peu de temps. J'ai dit que je prenais un peu plus de temps aujourd'hui. Ça, je l'ai vu passer, j'ai vu passer effectivement. Ça revient régulièrement. Donc j'avais parlé déjà de curl, qui avait eu des issues de vulnérabilité qui avaient été générés par IA, avec des échanges assez lunaires du mainteneur qui disait que ben non, là il n'y avait pas de vulnérabilité, et l'IA en face qui insistait en disant si, il y a une vulnérabilité, alors qu'elle était passée à côté d'un détail qui faisait qu'il n'y en avait pas. En tout cas, c'était le cas. Ça avait l'air d'être le cas. Et en fait, il y a un vrai sujet, d'une manière générale, du spam d'IA. D'une manière générale, ok. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, c'est très facile de créer un agent d'IA. Je dis pas que c'est facile de créer des IA. Non, mais de créer un agent qui va utiliser un IA, et d'ailleurs, il y a tout un tas de mèmes sur le fait qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent et qui sont juste des wrappers autour de ChatGPT, maintenant, j'imagine DeepSeek, etc. Mais il y a un vrai sujet de la pollution, hein, vraiment le terme de spamming, de la pollution qu'on peut faire avec des IA. Alors, sans même rentrer dans les histoires de fake news, etc. On va y venir à ces histoires-là, mais le simple fait d'avoir la capacité de générer du contenu quel qu'il soit, pour moi déjà de base c'est un problème. Et quand je dis quel qu'il soit, j'inclus du bon contenu, hein, ce qu'on pourrait considérer comme du bon contenu. Il y a un problème là-dessus parce que les IA vont s'entraîner avec ce contenu-là par la suite, et donc on va rentrer dans une dégradation au fur et à mesure de la qualité. Alors a priori ça serait pas tout à fait le cas. Moi je suis assez pessimiste déjà, je suis déjà assez bearish sur les IA, mais j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Et ça en particulier, le fait d'avoir des fake issues qui sont créés parce qu'il y a des gens qui veulent soit se montrer contributeurs ou tester leur agent, pour différentes raisons. Et ouais, la Dead Internet Theory, je voulais y venir, hein, bien évidemment. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, je vais ouvrir un onglet à côté. Mais ouais, de plus en plus, je me dis qu'on se crée une Dead Internet Theory. Voilà, ça devait être dans mes liens. Tac, tac, tac. Et de plus en plus, on se retrouve dans cette situation-là où ce qu'on a en face de nous a de moins en moins de sens. Et ça, la partie sémantique, elle est importante. Là, le sujet, c'est... je mettrai les deux. Là, le sujet, c'est les fake issues, en l'occurrence sur GitHub, etc., qui sont générés par des IA. Mais ça va être le cas au niveau des posts LinkedIn, ça va être le cas au niveau du courrier qu'on reçoit. Enfin, ça va être le cas dans tous les sens. Je pense pas que ce soit une bonne tendance. Je pense pas qu'on puisse l'arrêter. Hein, là aussi, hein, je vous alerte, ne serait-ce que pour y réfléchir. Je ne pense pas qu'on puisse l'arrêter. Je pense que ça va s'accélérer. Et je pense que de plus en plus, on va perdre du sens. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai, moi, comme sentiment quand je lis du ChatGPT, quand je vois du Sora, etc., c'est... Je vois des choses, elles sont structurellement... Enfin, ça ressemble à un canard, quoi, comme on dit dans l'expression. Ça a le bruit d'un canard, etc. Mais je sais que c'est pas un canard. Je m'en rends compte. Je sais, ça a tous les attributs du canard, mais c'est pas un canard.
Je le sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intention, ça n'a pas de ce qui fait que je me dis que ça sert à quelque chose, quoi. Oui, ça va se propager partout, hein. Mail, réseaux sociaux, actualités, outillage, hotline. Oui, ben on le voit, hein. J'interagissais avec mon assureur aujourd'hui et il fallait absolument me mettre une page avec un chatbot, etc., qui voulait me poser des questions pour savoir ce que je voulais savoir avant de m'autoriser à discuter avec un humain. Et en l'occurrence, j'ai besoin d'un humain. C'est pareil quand vous voulez la garantie G30 SNCF, vous devez vous taper un chatbot avant d'accéder au formulaire G30. Vous ne pouvez pas faire directement je veux le formulaire G30. Voilà, donc cet article-là, il est très bien parce que pour le coup, ça résume un petit peu la partie issue, IA, etc. Il y a pas mal de liens, notamment cette espèce de polémique avec Outlier que je ne connaissais pas du tout. Et il y a une grosse déresponsabilisation aussi des IA sur le fait que si les gens ils s'en servent pour faire n'importe quoi, de nos agents, c'est pas de notre faute. Ouais. Ok, les marchands d'armes sont pas responsables des meurtres, mais bon, on a le droit de se poser des questions d'un point de vue éthique. Parce que ça, le sujet de l'éthique des IA, ça va commencer à être un vrai sujet, quoi. Et surtout, autant Kevin qui fait un petit agent dans son coin, bonjour à tous les Kevin, et qui va aller spammer sans le vouloir quelque chose, très bien. Mais quand on a accès aux ressources d'un État, une nation qui aime faire des attaques, ça va être un vrai problème. Parce que là, il y a des sujets, au-delà des histoires de DDoS, etc., il y a des sujets de vulnérabilité, d'attaque, et puis de vrais gens, en fait, derrière. Donc c'est bien gentil de se faire plaisir, mais à un moment donné, il faut savoir qu'il y a des vrais gens. Donc très bien, je vais vous le mettre, celui-là, parce que... et puis le Dead Internet Theory, comme ça, vous aurez la sauce. Moi, comme ça, je ne les perds pas. Ça me sert en plus de marque-page un peu. Et le Dead Internet Theory, c'est vieux, hein. C'est... ouais, 2016-2017, ouais. Et ça ne peut que... on aimerait avoir tort dans ces cas-là. C'est ça que j'aime pas, c'est que je lis un truc comme ça, je me dis j'aimerais avoir tort, mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'avoir raison, quoi. Sur ces sujets-là, en tout cas, pas sur tous. Alors, je vais... je vais être obligé de le faire. Ça me permettra de faire une transition. Je sais pas si non, les autres je les garde sous le coude un peu pour jeudi, comme ça s'en gardera. Alors, ça, il y en a un qui va se sentir visé. Il existe un annuaire de tous les types d'algorithmes qu'on peut faire en Rust. Alors c'est super intéressant pour le coup, parce que dès que vous entendez un nom, etc., Dijkstra, Depth Search, Binary Search Tree, voilà, en termes de data structure, etc., vous pouvez vous poser la question de comment c'est, comment on implémente, etc. Et bien il faut savoir que, en l'occurrence pour Rust, et peut-être que c'est le cas pour d'autres langages, il existe une page qui vous donne directement les algorithmes qui vont bien. Et en plus, il y a des tests et tout, c'est magnifique. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à utiliser et à brancher. Je pense que les gens qui font du speedrunning d'Advent of Code, ça me permettra d'avoir un peu une transition, ils utilisent ce genre de choses parce qu'ils se disent, ok, dans telle typologie, je vais aller faire du lowest common ancestor, et donc voilà, je vais avoir mon graphe, etc. Et donc j'ai déjà l'algo derrière, et j'ai plus qu'à plugger les points d'entrée, avoir la sortie, etc. Donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, parce que pour le coup, il y en a dans tous les domaines, hein. Là, j'avais machine learning, les mathématiques, il y avait les algorithmes de tri. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pigeonhole sort? Moi, non, pas comme ça de tête. Et donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut avec les tests qui vont bien derrière. C'est une initiative que je trouve... J'ai passé un bon moment de mon après-midi là-dessus. C'est une initiative que je trouve extraordinaire, parce que c'est super complet, hein, pour le coup. Il n'y a pas grand-chose que j'ai vu là-dedans où je me suis dit, ok, ça, il n'y a pas, ou l'inverse. Ouais, les ciphers, notamment. Alors, des fois, c'est très bête, hein, c'est très idiot, mais justement, vous voulez voir comment c'est fait. En l'occurrence, en Rust, vous pouvez, et ça, c'est super cool, comment on convertit de l'hexadécimal au binaire. Enfin, truc tout bête. Voilà, avec les tests qui vont bien derrière. Et alors bien évidemment, je vais me refuser d'utiliser ça pour l'Advent of Code.
du moins là dans un temps certain, mais je pense que c'est intéressant après coup de lire et de se renseigner, de se dire ah ouais ok, voilà comment c'est fait. Littéralement de se dire bah, comment j'aurais fait, parce que je crois que je l'ai fait ça le Dev First Search, il me semble. Là, il a été fait de la manière, j'imagine, parfaite, optimisée, etc. Comment vous l'auriez fait? Et je pense que c'est là aussi l'intérêt des trucs comme Advent of Code. C'est pas à résoudre avec un score, etc. L'idée, c'est de se dire quelle méthode j'utilise pour comprendre ce qu'on me demande, le traduire en enchaînement d'algorithmes, et puis après, bah, comment je le code, hein. Il y a la partie implémentation, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup cette page, je pense que je vais la voir en marque-page pendant un moment, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Voilà, j'avais lu un article sur les K-means notamment, à un moment donné en termes de machine learning, et c'est vrai que de voir l'algorithme comme ça, je peux me dire, ah ouais, ok, d'accord, ça se conçoit comme ça. C'est génial. Ça se transpose, j'imagine, en plus relativement facilement à d'autres langages, si vous avez des choses relativement proches, C ou Python, ou des trucs comme ça, ou JavaScript. Mais ouais, super reco. Toi-même, tu sais, je te remercie. Je le garde. Copier-coller dans ma codebase, remplacer le truc dans le générique Enjoy. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et en plus, bah, on sait que voilà, ça a été revu, etc. Il y a des pull requests, des issues, donc il y a de quoi faire. Non, vraiment super truc, ça. Ok, donc ça, c'est le dernier sujet. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, alors ça pour le coup, c'est parce que déjà c'est très visuel et je voudrais m'y mettre à un moment donné. Alors je remercie Titi Mobile à la Tour Tech de m'avoir rappelé l'existence de Ratatouille, donc notamment pour créer des TUI, des Terminal User Interface, et je l'avais vu il y a un bail ce truc-là quand j'avais commencé à m'intéresser à Rust, même pas à en faire, hein, juste à m'intéresser. Et c'était notamment pour des cas comme ça. Et ça me permet de faire la transition aussi avec l'Advent of Code, parce que je pense que ça pourrait être sympa à un moment donné non, c'était bien en fait avec la démo. De faire de la visualisation. Hein. Vous en avez parlé sur l'Advent of Code, des gens qui font de la visualisation des algorithmes de l'Advent of Code. Et je me dis, je ferais bien des trucs comme ça pour voir ce que ça donne. C'est super fun, quoi. L'Australie avec le traceroute, etc. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et moi qui suis très stressant en fait sur tout ce qui est GUI, etc. et sur l'outil du démon. Et salut Benji. Ah bah on va parler d'un sujet qu'on a vu à la Touring Tech, de Ratatouille et des TUI en général. Et moi qui suis assez circonspect sur tout ce qui est GUI, etc. et sur l'usage qu'on fait de la souris, de voir que en plus ça a évolué et puis en plus ça a l'air d'être super facile à prendre en main. Je pense qu'à un moment donné, ouais, je pense que ça pourrait être fun. Alors peut-être pas faire une visualisation d'un truc de l'Advent of Code, peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être une bonne idée, mais en tout cas de mettre un peu le nez dans les TUI, notamment avec Ratatouille côté Rust, ça peut être extrêmement fun, quoi. On n'en fait pas assez, je pense. Ça c'est typiquement le genre de mini-projet qui est à creuser. Voilà. Et le dernier, alors je vais mettre Ratatouille quand même, histoire qu'on je l'ai mis le redirectory. Je l'ai pas mis le redirectory. Alors, on va mettre ça, là, voilà, tac, je manque à mes obligations, c'est pas bien. Et donc Ratatouille, je le mets dans la foulée. C'est surtout pour m'amener à un dernier sujet qui sera lié à Rust, mais pas tout à fait. J'en avais peut-être parlé la dernière fois, mais j'avais parlé d'Expressif notamment et de la programmation sur circuit... sur microprocesseur, voilà, je vais y arriver, etc. Et donc, avec tout l'écosystème Rust qui tourne autour de l'embedded, eh ben, je vais le montrer là, parce que je l'avais reçu, mais j'ai pas eu le temps, puisque forcément, le mec, il va galoper en conf, etc. Je vais le montrer là, je sais pas si on le montrera. Voilà, j'ai reçu ça de mon cher collègue Henri Gomez, des microprocesseurs avec lesquels on peut jouer, là, des ESP, alors je me rappelle plus lesquels et j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc là aussi, je pense que je vais aller m'acheter des breadboards, des câbles, des machins, des diodes, etc. Alors c'est marqué quoi? ESP32 DevKit. Ouais. Et donc, là, je pense qu'il y a un terrain de jeu vraiment, vraiment super cool à faire. Donc voilà. Et notamment avec de la programmation, avec du Rust, entre guillemets, un peu bas niveau. C'est aussi pour ça que je fais le stream. Ouais.
Là, il faut que je trouve du temps, voilà, faut que j'arrive à m'organiser, trouver du temps, etc. Là, j'ai des congés qui arrivent, et voilà, main dans le cambouis, main dans le cambouis, main dans les diodes, main dans le machin, et peut-être me faire un autre clavier aussi, hein. On en avait parlé, c'est vrai que la tentation du faire le deuxième clavier split, elle est jamais vraiment très loin. Voilà, ça couvre un peu tout, bon, cette fois-ci, je vous le mets pas, je vous le mettrai, de toute façon, on aura largement le temps de revenir dessus. Ratatouille, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mes liens là. Je vais repasser en mode super OBS style. Tac, je vais ramener ça là parce que ça m'intéresse. Et comme ça là, et comme ça on est là. Et j'ai le chat qui remonte un peu. C'est étrange ça. Pourquoi le chat remonte un peu? J'avais baissé la dernière fois. Voilà, on va faire ça. Normalement, ça met à jour. Tac. Ok. Donc, on va revenir quand même à nos moutons, ça sera quand même plutôt pas mal. Alors, mon Advent of Code, il est là, je refais encore une fois un petit peu. Là, en plus, ça fait une semaine, donc on va se remettre la tête dedans. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Ça va être le cas. Est-ce qu'il affiche bien mon... Alors, ok, histoire de voir si mon Shomidoki fonctionnait bien. Alors, donc, on est toujours sur la partie 12, mais part 2, hein, quand même. On a fait un petit bond. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on a notre région de machin, etc. Et l'idée, c'est... Alors non, parce que juste... Ah oui, attends, je suis pas logué. J'étais pas logué. Ah bon, on va se loguer. Oui, je me log avec GitHub d'habitude. Voilà. Ok, donc, on va revenir. Bim, bim, bam, boum. 12. Ok. Les aléas des décos, des tokens. Donc, j'étais logué, donc... Bah, ah, c'est que j'ai pas rafraîchi entre-temps. D'accord, super. Donc oui, là, l'idée, en fait, je vais y arriver, c'est qu'il va falloir considérer les côtés. Okay, c'était plus le nombre, effectivement, enfin, le périmètre qu'il y avait, mais le nombre de côtés qu'il y a dans notre forme. Il y avait des trucs un petit peu rock'n'roll. Là, par exemple, le fait que ce E-là, ben, il a un côté à gauche et un côté à droite à cause des X, que ce E-là, il a un côté au-dessus, un côté en dessous, et que quand on a des zones un petit peu rock'n'roll comme celle-là, ben, par exemple, les B, ils ont 4 côtés, puisque ça fait un carré, mais que les A aussi, ils ont ces 4 côtés en interne, puisque les B font un trou, quoi, grosso modo. Donc là, en termes de topologie, on dirait qu'il y a 2 trous, typiquement. Voilà, il y a 2 trous, mais donc il faut gérer toute la partie-là. Voilà. Ça ne change pas la formule de calcul de combien on va avoir besoin, si mes souvenirs sont exacts. Oui, non, en fait, non, puisqu'en fait, c'est le nombre de sides qu'il va y avoir fois la surface. Donc, ouais, c'est updated price, nanana. Le fameux Möbius. Ok, très bien. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de dire combien il va falloir payer pour mon input que j'ai dans mon fichier, à savoir, non, 2024, ça n'a pas changé. Voilà. Et je vais faire ça aussi, 2024. Voilà. Voilà. Et là, si je fais donc un 4 de -7 input, hein, encore une fois, c'est ça, hein, la carte qu'on veut parser. Et donc là-dedans, il va falloir pour chacune des formes, aller identifier leur côté. Ça va être grave rock'n'roll. Donc, on avait quand même avancé un peu sur le sujet. Voilà, moi j'étais parti... C'est vrai que j'étais parti là-dessus. Est-ce que j'ai... Voilà. Super, Stéphane. Donc j'avais commencé à faire une fonction qui s'appelle Explode Region, et l'idée c'était de dire que sur la base d'une map, là en l'occurrence de 4 sur 4, l'idée c'était de faire une version éclatée, donc avec des espaces dans tous les sens, ce qui me permettait ensuite d'aller de calculer les coordonnées des différentes... comment on pourrait dire ça, palissade, c'est le terme que j'avais utilisé, fences, donc là, et de dire, ok, ici il y a une palissade, ici il y a une palissade, ici il y en a une, ici il y en a une, et ici, alors on va dire, oui, ici il y en a une, et ici, merde, on peut y arriver quand même, ici il y en a une, voilà, et donc après, une fois que je les ai toutes en termes de coordonnées, je pouvais, avec une passe, me dire, là il y a un côté, là il y a un côté, et normalement de sommer les côtés. Donc d'avoir une étape. Donc peut-être que dans la liste de tous les algos là qu'on a vu de Rust tout à l'heure, peut-être qu'il y a un truc qui fait exactement ça, hein, que je connais pas. Mais c'est pas le propos. L'idée c'est d'y arriver nous-mêmes.
en y réfléchissant et en essayant de voir. Donc moi j'étais parti sur cette piste du j'éclate mes coordonnées et cargo test. Voilà, bon, on verra après pourquoi. Comme d'habitude, hein, moi je laisse toujours avec un test qui plante, comme ça quand je reviens j'ai au moins quelque chose à regarder. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait là? Donc j'avais fait ma fonction explode region, c'est quoi qui plante? Test get fences simple, panic tat 416. 416 c'est où? Get fences. Ah oui, non, le explode region je l'avais codé. Ok, c'est cool, quand on réalise qu'on a déjà codé des trucs. Donc merci Stéphane du passé. Donc l'explode region, a priori, ça c'était bon. Je regarde les tests en même temps. Ok, et le explode region not so simple. Donc là, j'avais bien recalculé les coordonnées pour le ABCDE. Ok, cool. C'est bien, Stéphane du passé. Il faut reconnaître. Alors, get fences, retrieves fences bit for an exploded region. For instance, we'll need... Oh, j'ai fait des diagrammes et tout. Vous voyez ça? L'intérêt de faire de la doc. Vous partez une semaine en conf, etc. Vous allez voir Justice en concert et tout. Génial en passant. Mais vous revenez et vous faites, mais attends, mais qu'est-ce que je voulais faire? Ben, voilà ce que je voulais faire. Voilà ce que je voulais faire. Donc là, effectivement, l'idée, c'était de se dire... Ah oui, non, parce que Explode Region va faire l'éclatement sur la grille, et Get Fences va calculer exactement ce que je disais, à savoir les différents éléments. D'accord, ok. Les différents éléments de palissade, qu'elles soient horizontales et verticales. Ok. D'où le fait de dire que sur une map, pour une région, je vais récupérer la liste des coordonnées qui correspondent à ces morceaux de palissade. C'est-à-dire que A va avoir ces éléments-là, là, que je suis en train de circuler, ouais, avec le curseur. Mais B va avoir aussi ces éléments-là. Ce qui n'est pas très grave. Hein. L'idée, c'est que pour chaque région... Est-ce que ça va être grave? S'il y a des régions qui ont des fences qui sont communs, est-ce que c'est un problème? Parce que ça pourrait avoir une influence... Nanana. The E-shape region is an array of 17, oui, parce qu'il doit y en avoir 17, des E, et 12 sides, ça je suis assez d'accord, for a price of 204. Et les X font 236. Si je fais, pardon, on va le mettre là, 236 moins 204, on obtient 32. Oui, j'aurais pu le faire de tête, oui, mais j'étais pas sûr. Donc on a deux blocs, c'est-à-dire que chaque bloc de X fait 16, et il y a 4 X par bloc, donc il y a 4 côtés. Donc oui, les côtés qui sont communs entre les X et les E sont bien comptés de manière séparée. On compte le périmètre pour les X et on compte le périmètre pour les E. Ok, bon, ça me rassure. Des fois, hein, comme on dit, measure twice cut once. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet adage-là. Measure twice cut once. Je l'aime beaucoup. Alors, il y en avait qui étaient... Voilà, ce genre de choses. Measure twice cut once. Et on a vu avec la partie 1 que si j'avais lu plus attentivement et avec le doigt, si j'avais measure twice, je vais arriver à le prononcer, j'aurais pas eu à refaire la moitié de mon algo. Hein. Ok, donc ça c'était bon. Donc on n'a pas cette problématique-là, donc je peux revenir là. Donc je sais que je peux compter indépendamment. Plan ahead. ça marche bien dans le chat, ça. Plan ahead. Ouais. Ok, donc l'idée ça va être de faire ça, et ensuite après seulement on pourra faire un algorithme qui ira calculer les côtés à partir des éléments de coordonnées qu'on a. Je crois que j'avais dit que j'allais lire de gauche à droite et de haut en bas à chaque fois pour dire bah, là j'ai un côté, et puis là j'ai un côté qui est interrompu, qui n'est pas interrompu. Alors, et donc a priori c'est lui qui plante sur le get fences simple. Ok, donc on va retourner en 416. 416 c'est, si j'ai A, je fais un explode region, donc je vais écarter mes A, je le DBG, oui, parce qu'à mon avis j'ai un problème, et ensuite je vais récupérer les fences de mon AAA, et je suis censé avoir ces coordonnées-là. Or, je n'ai pas ces coordonnées-là, j'en ai beaucoup plus.
Attends, pourquoi j'en ai que 4? C'est con, en fait. Non, je suis pas censé en avoir que 4. De ce que j'ai vu, je suis censé en avoir beaucoup plus. Je suis censé en avoir 10. J'ai l'impression que c'est le left qui a raison et que le right a tort. Là, on est à 0, 0. Donc, on devrait avoir 1, 0. Ça, on l'a. Ah oui, non, mais le right n'est pas bon du tout, en fait. Mon expected, les données que j'attends pour valider mon test, elles sont pas bonnes. Donc, alors, je vais voir ce que je calcule, à savoir le left. Donc, j'ai 1, 0. Ça me va bien. 0, 1, ça me va bien. Alors, si je pouvais les avoir dans l'ordre, ça serait bien. Donc, 1, 0, c'est bien. Je vois du 16, 1. Non, 16, 1, c'est complètement con, ça, je pense. 3, je devrais avoir du 1, 0, 3, 1, 2, 3, 3, 0, 5, 0, 7, 0. Et la même chose à 3. Donc déjà, en termes d'expected, on va pouvoir se calmer et faire un 0, 0, 0, 0. Voilà. Hop. Et on va pouvoir faire S0, 3. Vous voyez l'intérêt d'utiliser NeoVim. Est-ce que je voulais avoir ça? Ouais, ok. Et donc, il y en a deux qui m'intéressent et que je n'ai pas identifié pour l'instant. C'est elle. C'est celle-là et celle-là. Donc celle-là, elle se trouve en 0, 1, on est d'accord. Et celle-là, elle se trouve en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 0, 1 et 8, 1. Bon, on va déjà faire ça. 0, super, 0, 1 et 8,1. Voilà, donc déjà, si j'ai pas ça, j'avais fait un find. J'avais fait un find pour cargo test, voilà, un petit TDD. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas un petit pretty assert en même temps? Parce que j'ai l'impression que... Donc le 1-0, c'est bon. Après, le reste, c'est le bordel. Ouais, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Hein. Des fois, ça marche bien, mais voilà. Il y a un debug qui m'interpelle, c'est de se dire, ok, c'est quoi mon exploded region? Donc, ah oui, parce que j'avais repris le test de exploded region. C'est pour ça que l'attendu, mon write là, il était pourri. J'avais repris le même de get exploded region. Bon. Alors j'ai bien 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1. Ok, donc c'est tout simplement, à mon avis, pour l'instant, mon algorithme de get fences qui est tout pété. Alors, qu'est-ce que j'ai codé là-dedans? Parce que ça, je m'en souviens très peu. Et on va probablement passer juste la soirée à se rappeler ce que je faisais, mais en soi, c'est pas déconnant. Peut-être qu'il faudrait que je fasse mardi, mercredi, jeudi, en fait, pour avoir un jour où je me remets dedans, un jour où on peut vraiment avancer, et un jour où je fais le cooldown, et puis je me prends la tête. Je sais pas, peut-être. Alors, on va se relire ça, et puis relire ça à haute voix, ça va me permettre peut-être de... Hein, vous allez me servir de canard en plastique. Mute fences. Ok, donc je crée un nouveau vecteur qui va contenir mes bouts de palissade. Très bien. Ah non, mercredi j'ai raid. Ah, ben, alors je ferai pas. Ou je ferai la journée. Ça y est, je suis devenu streamer à temps plein. Let region plant. Donc je récupère la plante actuelle de la région, parce qu'on a vu qu'effectivement ça pourrait être pas mal. Alors est-ce que je pourrais la passer en entier? Non, puisqu'en fait une région on la considère comme étant pas vide, donc on peut la récupérer, donc pas besoin de la mettre dans la signature. Donc ça c'était pas mal. Et ensuite je vais parcourir toutes les coordonnées de la région. Peut-être dans n'importe quel ordre, non, c'est séquentiel. Et les MMO c'est mal. Dit le mec qui a joué à TF2 avec 2500 heures et Dota avec 2000 heures. Ok, donc on parcourt chaque coordonnée. Ah oui, ok. Donc là, on va regarder les voisins. Et effectivement, on fait du -2 plus 2 parce qu'on a éclaté la grille. Bah oui. Ouais, il y a une espèce d'interdépendance entre get fences et get exploded qui me saoule un peu. Parce que j'ai dû exploser la map. Putain, mais ouais, alors ça, je vais mettre un... We should not have to explode the whole map to retrieve the region plant.
Et est-ce que je l'ai encore, mon truc qui met en jaune les to-do? Très bien. Ça, c'est bien. Comme ça, je le verrai. Que là, pour le coup, c'est toute la carte que j'explose pour pouvoir récupérer ce qu'il y a en case 0, enfin de la région. C'est un peu pourri. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est fait est fait. On verra après pour optimiser. Là, maintenant, je sais que ma région, elle est explosée. Ah oui, donc en plus... Ah non, j'ai fait un get exploded. Attends, mais c'est quoi get exploded? Comment ça marche, ça? Ah oui, d'accord, non, c'est que je... Vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur les CI/CD et puis les gens qui trouvent toujours des solutions. Oui, oui, la map, elle n'est pas explosée, mais j'ai fait un get exploded qui va me permettre de récupérer ce qu'il y a à l'emplacement de la carte si elle avait été explosée. Ok. Je suis pas sûr que ça soit... D'accord, donc mon commentaire n'a pas de sens. Mais bon. Allez, on va garder ça comme ça, on verra après. Hein. First make it work. Get index when exploded. Oui, ça aurait peut-être été... Oui, t'as raison. Tiens, tu sais quoi, je vais le GN tout de suite. Get index when exploded. Voilà. C'est mieux quand on nomme correctement les choses. Ok. Donc là, je vais dire, ok, donc pour chacun des voisins de ce que je suis en train de lire, ok, très bien. Pour chacun des voisins, ben, je vais regarder ce qu'il y a au niveau de la carte. Et ça, je me rappelle très bien, ça c'était super, parce qu'en plus, je vous avais montré Clippy qui me bottait les fesses en me disant non, non, mais là, tu codes n'importe... Enfin, tu codes... Ce que tu codes a du sens, mais ça pourrait être mieux. Et tant mieux. Donc, après s'être fait botter les fesses, on est arrivé là. Donc, soit il y a quelque chose dans la map à cet endroit-là, et ce quelque chose est la même plante, auquel cas je peux totalement ignorer ce qui se passe, soit ça n'est pas la même plante, donc c'est en dehors de ma région, ou on est en dehors de la carte, auquel cas c'est par définition en dehors de la région, et je renvoie trou dans les deux cas. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui est trou dans les deux cas, c'est ce qui n'est pas dans ma région. Okay, et donc pour tous les voisins, coordonnées de voisins qui ne sont pas dans la région, soit ils sont en dehors de la map, soit ils correspondent à une autre plante, c'est là que je me dis, ok, donc là je mets une barrière, puisqu'il y a un dehors, moi je suis dedans, il y a un dehors, et if neighbor x égale x, x neighbor y. Ah oui, est-ce que c'est horizontal ou vertical? Oui, j'avais fait un petit... peut-être que ce bricolage-là est pas génial, on verra après. Mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire, ben, je vais rajouter un nouveau morceau de palissade. Donc, est-ce que ça va être un trait ou un pipe, quoi, si je devais en faire un display. Donc là, si on est sur le même X, ben, dans ce cas-là, c'est les Y en termes de palissade. Ouais. Ouais. Il va y avoir du DBG là-dessus, parce que je sais pas... instinctivement, je sais pas si c'est bien. Et si instinctivement je ne sais pas si c'est bien, je pense que je vais avoir un DBG. Et ensuite j'ajoute ça à la liste des trucs, des morceaux de palissade. Ah oui, puisque je l'ai fait pour chaque voisin, donc j'ai bien mon for each là. Ok, et ensuite tout à la fin, je renvoie les fences. Et ça ne va pas, et ça ne va pas du tout. Ok. Alors déjà, hein, parce que je vois ça, mais je me dis, il me manque un test, hein, comme d'habitude. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai mis en minuscule. Ok, super. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, voilà, ça. Et normalement, je crée toujours un cas trivial, mais je l'ai peut-être pas fait sur Exploded parce que ça avait peut-être pas de sens. Et je l'appelle D parce que c'était la lettre D qui était toute seule. Donc là, qu'est-ce qui se passe si j'ai juste la lettre D? Je devrais en avoir 4. Mon D qui est en 0, 0 se retrouve en 1, 1. Et donc je me retrouve avec que des voisins qui n'existent pas, parce qu'ils sont de toute façon dehors de la carte. Et donc je devrais avoir 0, 1, 2. Peut-être que ça vaudrait le coup de debug visuellement. Voir une map exposée avec les fences en ASCII monospace. J'entretiens l'idée. En vrai, j'entretiens l'idée. Je m'étais posé la question sur la part 1, et je pense que si j'avais pas trouvé mon problème sur la part 1, je l'aurais fait en visuel. Et oui, probablement qu'on va faire de l'ASCII monospace, ce qui serait cool en plus. Voilà, donc je vais me retrouver avec 1, 0. Alors, je vais peut-être commencer à le faire là pour le coup, parce que si ça me gonfle. 0, 1, 2. Je vais avoir 0, 2. Non, 2, 0.
Voilà, Stéphane, il commence déjà à avoir du mal. Voilà. Non, non, mais je pense qu'on va y arriver, parce que là, mon dé, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va faire ça. Parce que là, en fait, je vais avoir un trait là, je vais avoir un pipe là, je vais avoir un pipe là, et je vais avoir un trait là. Voilà, on va le faire comme ça. Ça me permet de viser. Donc 0, 1, 0. Donc 1, 0, ça c'est bon. Ensuite, celui du bas, 0, 1, 2, 1. Donc ça va faire 1,2, puisqu'on est sur la deuxième ligne. Et ensuite, les deux autres sont forcément à la ligne 1. Et il va y en avoir un à 0 et l'autre à 2. Ok, très bien. Donc, je devrais avoir ça. Donc, ça, hop, hop, hop. Oui, forcément. Et voilà. Et j'ai les deux qui ont planté. Alors déjà, si j'ai les deux qui plantent, c'est-à-dire que ce test-là, eh ben, ça sert à rien de le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc, c'est là où, effectivement, mon histoire de neighbors, etc., ça va pas du tout. Je vais faire un DBG. Je vais y arriver. De neighbor. Qu'est-ce que je mets là? Ah, je suis dans un match. Satané programmation fonctionnelle. Ouais, mais en fait, ça, je m'en fiche un peu. Je vais débug ça, en fait. Je vais DBG ici, puisque je vais vouloir neighbor x, neighbor y. C'est ça surtout que je veux savoir. Oui, alors j'aurais pu... Oui, on va faire un println. On va commencer à rentrer dans des considérations qui sont quand même un peu plus visuelles. Parce que on n'est pas sur des trucs triviaux. Donc neighbor x, neighbor y. C'est quoi ce exploded region? Pourquoi j'ai... Ah oui, c'est que j'avais dû mettre un 414. Ah, j'avais mis un DBG là. Oui, bon, ça je m'en fous, c'est du bruit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1 moins 1. Et oui. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'effectivement, là, moi j'étais parti là-dessus. Donc, on passe sur un truc exploded. Peut-être qu'il faudrait que je dessine les deux exploded. Mais on a dit qu'on partait sur un truc comme ça. Donc, il est là à l'emplacement 1. Donc, lui, il va aller en 1, moins 1. Ok. Et là, il n'y a rien. Ok. Ensuite, il va faire en moins 1, 1. Donc, en dehors de la carte. Ça me va bien. Il va aller là. Donc, il va vouloir aller. Donc, là, on est en 1. Donc, 2, 3. Donc, là, il n'y a personne. Et en 1, 3. Ok, très bien. Donc, ça, je trouve qu'au niveau du calcul des neighbors, on est bon. C'était pas non plus d'une complexité extraordinaire, mais petit pas, petit pas, petit pas. J'étais où? J'étais là. Ok, donc les neighbors, c'est bon, ça me va bien. C'est le new fence dans ce cas-là, qui est peut-être plus problématique. Ah oui, j'ai pas fait C, j'ai fait D. Ah oui, alors il faut lui mettre un... Oh, ça va être moche, non? Ok, bon, en fait, oui, c'est directement... Ok. Pourquoi il y a 4, là? Alors, je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Non, c'est pas ce que je vais faire. P, hop. Ça. Comme ça, j'aurai tout le monde sur la même ligne. Là, j'ai un neighbor. Il y a une histoire de signe, là. J'ai mis des plus. En fait, c'est les plus qui me choquent. Et je commence à comprendre pourquoi ils me choquent et pourquoi j'obtiens des résultats. Je pense que j'additionne tout le temps alors que c'est une connerie. Que là, je vais en arrière. Pourquoi ça serait plus neighbor Y plus Y? C'est bizarre, ça. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Non, non, c'est pas les bonnes coordonnées. On sait que voilà.
On sait que pour tout ça, il va falloir le faire. Donc quand je suis à 1 moins... Ah oui, parce que c'était par rapport aux coordonnées de x et de y. Mais alors, x et y, ils sont à quoi? Donc, je suis en 1, 1. Et j'ai mon voisin que j'essaye de voir en 1 moins 1. Et j'obtiens 1, 0. Et oui, parce que je somme. Ok. Sauf que dans mon attendu, c'est pas ça que je veux. Dans mon attendu... Si, 1, 0, je le veux. 0, 1, je le veux. C'est 1, 2 et 2, 1 qui me vont pas. Et... Oui. Oui, parce que là, en fait, il aurait fallu faire une soustraction, faire 3 moins 1, et j'aurais eu mon 1, 2, et 3 moins 1, j'aurais eu un 1, 2 et 2, 1, ouais. En fait, c'est ça qui va pas. Oui, il ne faut pas non plus que je soustrais systématiquement ou que j'additionne systématiquement parce que je ne vais pas me retrouver. Donc l'histoire d'avoir des égalités, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, c'est là que ça va pas. En fait, là, il faudrait dire un if neighbor y est supérieur à y. Alors, on obtient ça. Else, on obtient ça. Vous allez voir que mon instinct fait que ça devrait être l'inverse. Stéphane ne sait plus où se trouvent ses touches. Voilà. Voilà. Et là, on a un 2. Et de la même manière... non, bah non, je vais refaire le if parce que... Ah, je sais pas si je pourrais adapter facilement le if là-dessus. On sait pas. Et donc là, ça serait if neighbor x est inférieur à x. Alors, là, c'est le K+. Et else, là, c'est le K-. Pourquoi il gueule? This elf is block can be collapsed. Collapsed n'est cible. Ah oui, parce que c'est un else-if, oui. Ok, d'accord, très bien. Je suis pas dedans. 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2. Et là, je me rends compte que j'arrive un peu à la limite de ce que je peux avoir avec les vecteurs, puisqu'en fait, les deux ensembles, pour moi, sont identiques. 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2. Mais comme j'ai pris des vecteurs et que j'ai choisi de faire un peu à ma sauce, j'arrive à la limite de ce que je peux faire avec les vecteurs, parce que c'est pas un vecteur que je veux. Depuis le début, c'est pas un vecteur que je veux pour ces trucs-là. C'est un 7. Ah là 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 là. Donc, normalement, le test devrait passer, mais il ne passe pas parce que j'ai voulu absolument prendre des vecteurs et je m'énerve. Je m'énerve tout seul. Parce que la différence, c'est que un 7, l'ordre n'a pas d'importance. On a un ensemble, les choses sont dedans, elles ne sont pas forcément avant ou après. Un vecteur, il y a un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément, et ils sont dans l'ordre, littéralement là à l'intérieur. Et le problème que j'avais, c'est que pour lui, ils n'étaient pas identiques parce qu'ils n'étaient pas dans le même ordre. From iter, je pense. Hop. Qu'est-ce qui te va pas? Ah oui, parce que, pardon. Je suis allé un peu vite là sur les H7, c'est ça? Ou j'ai dit une grosse connerie. Hein. L'égalité du truc prend en compte l'index. Pour les vecteurs, oui. Ah oui, alors c'est plus le cas en JavaScript, je sais plus à force. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais oui, bien sûr.
Là, en l'occurrence, c'était le cas. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que là, je ne push pas et que j'insert. Et... Ah, du Clippy. If chain can be rewritten with match. Génial. Donc là, comme j'ai fait mes if un peu à la... Hein, on va dire que c'était moche mes if là. JS, ça compare les refs. Oui, voilà, c'est ça. Les structures de... JS, ça compare les refs. Oui, donc peut-être que si j'avais eu des refs vers des... Non, bah non, les refs, ça aurait pas... Non, les refs, ça aurait pas joué. Je pense que les indices auraient compté quand même. Mais là, en l'occurrence, la structure de données pour ça, effectivement, c'est un set. Puisqu'on n'est pas sur un... On est sur un ensemble de choses. Donc c'est un set que j'aurais dû utiliser dès le début, quoi. Et vous voyez, ça me grattait, mais là, j'en suis au stade où c'est un problème. If chain can be written in match CMP. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et là, la puissance de Clippy, là, vous voyez, tout mon if dégueu avec du if, else, else, là, j'ai rien fait du tout, hein, c'est Clippy qui m'alerte dessus. Est-ce que je vais pouvoir le GI directement? Non, il a l'air de vouloir dire que non. Consider writing the if chain to use CMP and match. Ouais, ah oui, parce que j'ai mis... Ah oui! Ah oui, parce que là j'ai un neighbor x est égal à x. Bon, je vais être feignant pour l'instant. C'est marrant parce qu'il me met pas du code action. D'habitude, il en met, Clippy. Après, c'est peut-être un peu vénère, hein, je pense à rewrite. Non, ça c'est quand on fait des trucs arithmétiques. Je pense que... Bon, on verra plus tard. Ça, c'est pas très important. Bon, en tout cas, je sais que j'ai un warning de linter là parce que mon enchaînement de if est dégoûtant. Mais c'est vert. C'est vert, bordel. On a passé le truc. Allez, on a 20 minutes. On va essayer d'avancer un peu. Roulement de tambour. Parce que celui-là, je l'ai fait à la main. Hein, rouler sous les aisselles. Oui, ça n'est plus juste un VEC. C'est un H7. J'avais dit un fromitaire. Non, non, commence pas à m'inventer des trucs, toi. Hein. C'est un fromitaire à l'ancienne. Hein, Tab 9, t'es bien gentil, mais... Ouais, c'est là que j'arrive un peu, à mon avis, à la limite, effectivement, de la présentation. Ah oui, comme c'est pas trié, ça va être le bordel de... Parce que là, il y a des trucs qui sont en commun. Je pense notamment au 7-0, 1-0, c'est dedans. Par contre, j'attendais du 8-1 et j'en vois pas. J'attendais du 1-3 et il n'y en a pas. Du 0-1, il y en a... Si, il y a. Du 5-3. Non, je veux du 5-2 et du 5-0. 5-0, il y a. 7-3, donc on est proche, mais on n'est pas dedans. 3-0, il y est. Et 3-3, il y est. Non, il y est pas. Non, 3-3, il y est pas. Donc, ça va pas du tout. Donc ouais, je pense qu'on va commencer. Et c'est bien, parce que comme ça permettra de faire un petit peu autre chose en roundabout. Mais je suis assez d'accord. On va se faire un display sur les régions. Region, ouais. Ah, c'est un vec de coords. C'est un vec de coords, donc... Ouais. Ce qui m'embête avec le fait que c'est pas le fait que ce soit un vec de coords, c'est que c'est pas un struct. Donc je vais pas juste rajouter un implement display dessus. Ou pourquoi pas. Ça change pas grand chose. Est-ce que je vais regretter? C'est ça la question. Non, si je devais le faire, ça serait struct region. Ouais. Regardez-le, l'accro des new type là. Ouais, pas de regret, vous avez raison. Donc on va faire ça, ouais. Ouais, ça va être ça. P, avec de coords. Voilà. Si je fais juste ça, ça pète à combien d'endroits? Ça, c'est pas très grave encore. Oula, paint. Ok, donc oui, ça va péter à mon avis avec un truc un peu tout bête.
Hmm. Hmm. Ouais, alors je pense qu'on va pas se prendre la tête. Region. Est-ce que je peux le faire directement? Tiens, c'est une bonne question, ça. 2.3.0, c'est bon. Mais quel scandale. FN, new. Est-ce que ça marcherait comme ça? Parce que normalement, je devrais pouvoir le faire avec un S. Non, ouais, je sais pas du tout comment je pourrais faire un new type avec un new. Parce que c'est vrai que c'est associé avec, mais... self... Ouais, j'ai jamais implémenté un new, en fait. On est sur le type. Ah, c'est une bonne question, ça, tiens. J'ai pas un navigateur dans les parages, là? Ah, zut. Hop. Hop. Puis j'ai minimisé ça, parce que je les ai perdus. Alors, hop. Rust, new type, new. Est-ce que je peux... Oui, mais non. Non, non, c'est pas ça. Attends, je vais le faire comme ça, parce que je crois que j'ai accès à... Bah ouais, mais c'est bizarre, tu vois, de faire un region avec... Ouais, ou alors un... Ah si, à la limite, ce qu'on peut faire... Ah, ici, tape... En fait... alors non, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire ça. Mais dans ce cas-là, ouais, peut-être en fait. Avec 2.2. Est-ce que ça marche ça? Alors voilà, on va se laisser guider. Donc là, on est d'accord. Implementation of... Oui, bah attends, ajoute-moi des derives. Qu'est-ce que j'ai mis comme derive pour map? On va être feignant là-dessus, hein, parce que c'est pas ça que je veux forcément. Ah oui, pardon. Oui, oui, tout de suite, on s'énerve. Non, en fait, ça va. Ça fait le taf. Méthode push not found for destruct. Ah bah oui, parce que, hein, si on change, je vais me fâcher. Bah oui. Hop. H7, 2.2.new. Donc là, grosso modo, je recode la fonction new pour ma région, parce que quand on fait un new type, en fait, à moins de tricher avec les points 0, on verra après, c'est le fait, c'est de se dire que je crée ma région comme étant un wrapper autour de H7, ce qui fait que je dois redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un new pour ma région. Mais en fait, un new pour ma région, c'est tout simplement un set. Je colore, en fait, je crée mon set à moi qui s'appelle région. Donc créer une nouvelle région, c'est créer un nouveau set que je wrap comme étant une région. Jusqu'ici, tout va bien. Ah oui, j'aime beaucoup ce pivot parce que là, par exemple, tu vois, isEmpty. Pardon. isEmpty, ça n'existe pas. Generate isEmpty method. On peut faire ça? C'est trop cool! Je la refais, hein. Je suis là. isEmpty n'existe pas. OK? Là, je fais un GI, un code action. Et là, je peux générer la fonction isEmpty dans l'implem que j'ai au-dessus. Regardez ça. Bim! C'est trop cool. Et donc, bon, faut bosser un peu par exemple. Bool, on veut un booléen, et donc je vais lui renvoyer self.0, parce que pour le coup, je vais aller à l'intérieur de ma région, donc dans le set, et lui, il va me dire isEmpty. Ok, c'est cool ça. Push, non. Insert. Bon, ça change pas grand-chose, parce que insert n'existe pas. Mais ce qui est cool, c'est que il me l'a déjà ajouté. Et ça, c'est cool parce que, en fait, ouais, c'est ça, je pourrais l'exécuter, mais grâce à la macro to do, il me dirait unfinished code. Ça, c'est vachement bien le generate machin. Qu'est-ce que c'est bien Rust. Je suis bluffé. Alors, je vais insérer donc dans ma région des coordonnées. Pas sûr qu'on voit quelque chose dans ces cas-là, parce que moi, ce que je veux, c'est dans mon set, faire un insert de coords. Oui, pardon.
Mismatch type. Found bool. Pourquoi bool? Ah, renvoie bool. Ok. Return whether the value was newly inserted. Ah bon, bah ok, bah renvoie bool. Qu'est-ce que je te dis, moi? Hein? Be free, my boy. Canon borrow safe. Oui, oui, il me faut une référence mutable, d'accord. Il ne le savait pas quand il a généré le code. Vous voyez, je me laisse guider par les erreurs. J'ai juste changé fondamentalement mon type région, même si à l'intérieur, voilà, ça... Bon, on est passé d'un avec un H7, mais j'avais un type région et j'ai changé mon type région. Et là, je vais changer tous les endroits où ça pète pour aller justement améliorer mon impl, là, mon implémentation de mon type région pour satisfaire à ce que je veux. Et après, à la fin, bon, jeudi, on fera la fonction de display pour arriver à voir est-ce qu'on arrive à bien faire nos trucs. Donc là, je me laisse guider par les erreurs. Et oui, parce que déjà région, c'est plus un... Alors attends, mais get région, c'est quoi sa signature? Un vec de région. Oui, parce que là, pour le coup, on récupère... Ouais, on pourrait faire un set aussi, hein, vecteur. Je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Mais bon, j'ai pas envie de... Pour l'instant, on va pianoter. Donc ça veut dire que tout ça, c'est des régions. Ok. Ah oui, il faudrait que je fasse des regions from iter, en fait. Ouais, je l'ai pas. J'ai from... Il faudrait que je fasse la même chose, en fait. Ok. On va faire ça. Oui, pardon. Region from iter. Et je vais aller la coder après, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a absolument rien de magique. Là, je dis juste que je change. Ah putain, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire pour tous les tests. Puis en plus, j'ai écrit formiter, alors que c'est pas formiter, c'est from iter. Ouais, j'aurais pu m'épargner, j'aurais peut-être pu m'épargner ça quand même. Là, vous me tentez avec des new type et tout là. Voilà, donc from iter n'existe pas. Ce qui est logique. Bah, on va faire la même chose. Bah oui, no function or item name from iter. Et là, on peut pas faire un generate. Ok. Probablement des contraintes liées à Rust, mais c'est pas grave. Donc, if you're trying to build a new region, consider using a region new with return region. Huh. Mais ça marche pas, ça. Pourquoi tu me... Ah, automatiquement, ça va faire ce que je veux? Ah ben non, bah oui, ça marche pas, ça. Bah pourquoi tu me mets un warning là-haut? On raconte un peu des carabistes, lui, là. C'est pas grave. From iter. Non, j'ai pas self, là. Non, c'est pareil, en fait, c'est vide. Par contre, je vais renvoyer une nouvelle région. Non, c'est pas vide. Mais non, parce que tu lui passes un itérator. Ouais, comment je vais coder ça, moi? Hein, avec? Je vais voir comment je renvoie ça. Parce que là, je vais faire un region H7, non, from iter. Je l'ai appelé S, j'ai aucune raison de l'appeler S, je vais l'appeler V, puisque de toute façon, je vais faire ça depuis... Ça devrait être I, d'ailleurs. Ah, ouais. STD option iter. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est slice, hein. Ouais. Sauf que T, il va falloir que je le... Je les connais pas par cœur, les syntaxes des traits. Mismatch de trait de bande H is not...
Attends, mismatch, ça fait space, une colonne h size, machin, itdh, foundstruct h7, tt. Ah ouais, oui, effectivement, oui. Bah oui. Oh. Oui. Alors, consider restricting, machin. Oui, c'est ça que je voudrais faire. T. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je veux T, H et EQ. Est-ce que ça marche, ça? C'était des H. Mais c'est pas suffisant, parce qu'il me faut EQ aussi, on est d'accord. T doit respecter EQ. Ouais, je suis d'accord. C'est juste comment, voilà. Comment on le fait? Le mec qui part dans des considérations de... C'est surtout comment on l'écrit. Mais je l'ai pas sous le nez, là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Nanana, générique straight. Gna 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 gna, T,U, c'est where, c'est ça, hein, c'est avec where. À chaque fois, je me confonds les trucs. H plus EQ, merci. 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 C'est ce genre de truc, tu le vois tout le temps, tu te dis tout va bien, mismatch, ça spectre. Gna gna gna, T, H plus EQ. Ouais, on est d'accord, il faut qu'il satisfasse à H plus EQ. Oui. Trop tard pour moi. Ah oui, parce que de toute façon, oui, ça ne peut être qu'un e-size, mais je suis con. Mais oui, c'est ça que j'aurais dû faire à la base. C'est un iter de... Pas du tout ça que je vais faire. Normalement, je devrais... Ça fait 2 fois, Stéphane. La prochaine fois, je m'énerve. C'est le e-size. E-size. Et en fait, j'ai pas besoin de générique. Mais ça fait toujours bien d'avoir un refresher. Là, ça passe, non? Oui, parce qu'il me faut une référence et non pas gna 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 gna. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas au bon endroit. Expected truth machin. Found struct. Non, c'est là. C'est là. Non, parce que... Toi? Attends, je suis fatigué là. Non, c'est toujours la même sauce. Puis en plus là j'ai l'allocateur, donc c'est pas ce que je veux. Non, c'est pas ça. Expected truck, H7, stdh, random state, found struct. Pourquoi mon struct il serait une référence? Et j'ai un iter. Ou alors c'est peut-être mon iter qui est mal. Iter A, where TA, pointer, machin, 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 immutable slice iterator, created by iterator en slice, ça d'accord. Et bon, ça va pas me donner plus d'informations que ça. Ah oui, mais parce qu'un slice, c'est forcément... Pourquoi je me prends la tête? Je vais directement dire que c'est un vec. Voilà, et là ça marche. On sait que pour l'instant c'est des vecs, donc on va faire ça avec des vecs, hein, c'est pas un problème. Alors, où est-ce que j'ai des erreurs? Voilà, donc c'est bien. La crainte que j'avais, c'est que j'avais mes region from iter qui étaient là. Et alors, est-ce que je peux m'en sortir? Oui, oui, je peux m'en sortir. Region from iter. Voilà. Et on va faire... non, on va faire ça. Ah, ça c'est bon. Bien évidemment, il faut que je le fasse à chaque fois. Bon. Je vais déborder un peu s'il faut, mais je voudrais quand même finir ça ce soir. Ok, c'est bon. Ok. Len. Ah bah oui, len, elle n'existe pas comme méthode. Bah ouais. Voilà. Et donc là, on va pouvoir dire self.0.len. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme erreur? Oh, ça, c'est pas idiot. The trait is std iteration is not implemented for region. Mais je... Oh non, j'ai pas spécialement envie. C'est quoi? Il faudrait le trait itérator sur région. Ok. Ah, et puis là, par exemple, j'ai fait un avec new, mais
Ça va être un region.new contains generate contains méthode. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête. C'était joli, là, ouais. Oui, mais voilà, mais j'ai pas spécialement envie d'eux. Mais comme ça, c'est bien. On voit ensemble le fait d'implémenter les méthodes au fur et à mesure et les challenges. J'avoue que le coup de l'itérateur, je pense que ça va me faire signer du nez. Mais oui, je suis faible. Found tuple, i32, i32. Mais c'est pas de l'i32, c'est de l'iSize. Je sais pas pourquoi. Oui, bon, super. Ok. Ah oui, parce que contains, ah oui. Non, là, c'est moi qui étais un peu vite, là. Oui. Non, c'est là. Mais c'est toi qui m'as passé une référence, on est d'accord. Hein. Ah là, c'est bon. Hop, insert. Non, et puis c'est fun, hein, en vrai. C'est fun. J'ai une conception peut-être un peu particulière de ce que c'est, hein, le fun, mais from iter. Est-ce que vous n'êtes pas un peu là pour ça, hein? Parce qu'on a tous une façon un peu zarbi. Ah ouais, vache. Non, mais c'est bien. Comme ça, en fait, tout sera bien, bien rangé. C'est bien quand c'est bien rangé. Il faut savoir... Ah ouais, bon, là, par contre... Par exemple, quand tu fais un newtype avec tu peux accéder au contenu via mon newtype.0. Ah oui, tu expliques la raison de la blague. Oui, tout à fait, effectivement. Ça, d'ailleurs, c'est même un peu contre-intuitif, je trouve, parce que tu dis, tu fais un newtype, etc., donc tu es plutôt côté système typal, mais c'est vrai que tu peux faire .0 comme si c'était quelque chose de runtime. J'avoue que ça peut être... ben voilà, tu vois, un truc qui me grattait. Tu peux pas récupérer le premier élément dans un set, puisqu'il n'y a pas d'ordre. Non, c'est un bon détour. Ouais. Il va falloir implémenter les itérateurs, implémenter le fait de passer correctement la plante. J'aime beaucoup. Je pense que je dois pouvoir faire un get qui n'existe pas. Ouais, non, mais je vais réfléchir. On est à 32 là, donc je vais juste parcourir les erreurs qui restent. C'est surtout l'itérateur qui... pourquoi tu es là, toi? C'est surtout les itérateurs qui vont gêner et le premier. Ok. Cool. Un petit détour avant de repasser aux choses sérieuses. Mais ça va, c'est vraiment cette partie-là. Et ben, vous savez quoi? Jeudi, on s'implémente un itérateur sur un new type. Voilà. Ça sera peut-être simple, ça sera pas simple. Et en même temps, on fera le display. Ça sera sympa. Et comme ça, on permettra de visualiser un peu, parce que c'est vrai que les coordonnées, ça me satisfaisait moyen, mais là, ça me satisfait plus du tout, quoi. Et on va arriver sur des cas probablement tricky, pardon. Bail dans le micro. Pinaise, je viens de me rendre compte que j'ai pas démarré l'enregistrement. Bah, je le récupérais depuis Twitch. C'est pas grave. Comme ça qu'on apprend. Encore un truc que j'ai pas checké. Ça va aller dans la checklist. Voilà. Allez, il est 9h30, je pense qu'on va clôturer là. Je sens que je fatigue un peu. Il faut que je récupère le machin là pour YouTube. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi, si vous avez suivi, si vous êtes encore là. Et je vous dis à jeudi, 20h. Toujours aussi motivé, peut-être un peu plus reposé. Et pour de nouvelles aventures. Ok? Allez, ciao, bisous.